Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la transition écologique par les très petites entreprises ou comment coopérer et mutualiser lors de la création d'une activité économique éco-responsable. Nous sommes à Jarville, en Meurthe-et-Moselle, avec l'initiateur et désormais président de la société coopérative d'intérêt collectif Kepos. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Emmanuel Paul, bonjour. Bonjour Eric. Emmanuel Paul, Kepos, on dit Kepos ou Kepos? Il y a un accent. Il y a un accent, oui, il y a un accent. Alors je n'ai jamais vu l'accent qui monte, l'accent qui descend. L'accent qui descend, ça vient du grec képos, qui signifie jardin en grec, et la lettre, c'est un eta, donc c'est un accent grave. Bon, je voulais vous poser la question de la signification, d'étymologie du mot Kepos, mais vous nous avez devancé, Emmanuel Paul. Alors je reprends ma question. Kepos, c'est quoi? Alors Kepos, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit à Nancy une petite vingtaine de très petites entreprises engagées dans la transition écologique et qui se sont réunies pour ensemble œuvrer à la transition du territoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une couveuse, Emmanuel Paul? Non, ce n'est pas une couveuse. Une couveuse, c'est autre chose. Par contre, on peut employer le mot de grappe ou de collectif, quoi, de cluster. Le mot à la mode en anglais, c'est cluster. Donc c'est une grappe d'entreprises, un groupe d'entreprises. Voilà. Est-ce que c'est une spécificité lorraine, nancéenne, ou est-ce que c'est une démarche que l'on trouve ailleurs en France ou peut-être dans le monde? Alors, ces démarches de mise en réseau d'entreprises dans des grappes, c'est quelque chose de très usuel dans le développement économique. Mais nous, on a un peu innové parce qu'on a voulu le faire avec des très petites entreprises. On a voulu le faire vraiment sur de la coopération de terrain et pas sur de la R&D collaborative, de la recherche et développement, qui est souvent ce qui est retenu pour ce type de montage. Et puis on a vraiment une approche transition écologique qui n'est pas du tout celle qui est retenue par le développement économique en général, qui est plutôt axée sur le développement durable, alors que nous, on considère que le développement durable n'est pas suffisant, n'est pas assez engagé dans la perspective d'un monde à plus 4 degrés dans 60 ans. Surtout que les entreprises sont un peu les parents pauvres de cette transition. On fait beaucoup appel aux particuliers, aux citoyens des entreprises. On leur explique toujours, on les excuse en disant qu'il y a des contraintes économiques. Et là, elles sont prises en compte dès le départ, Emmanuel Paul. Oui, alors de deux façons. C'est-à-dire que nos membres sont des très petites entreprises, donc la plus grosse doit avoir 4 ou 5 salariés. Ce sont déjà des gens engagés, dont les mots-clés sont bio, circuit court et emploi, sobriété énergétique, etc. Donc là, nous, notre rôle, c'est de les aider à se développer. Et puis notre deuxième approche, c'est contribuer au changement de modèle chez des acteurs plus matures de l'économie, en travaillant sur la transformation de l'existant. Et là, on porte une offre de conseil et de formation pour accompagner toute entreprise, PME, grand groupe qui le souhaite, ou collectivité, dans sa propre transition écologique. Donc on a une logique de développement des acteurs engagés et puis de transformation des acteurs usuels. Comment est né Kepos? Comment est née cette idée, Emmanuel Paul? Alors moi, dans ma vie antérieure, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement économique et sur toutes ces logiques de collaboration dans le développement d'un territoire. Et puis, arrivé à Nancy, où je suis arrivé il y a quelques années, j'étais surpris de voir que il y avait de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui étaient vraiment sincères dans leur engagement écologique, mais qui se retrouvaient quand même très démunis et qui assez vite, une fois l'entreprise créée, avait beaucoup de difficultés à la faire vivre et puis à la faire se développer. Et Kepo, ça a été vraiment au début créé pour ça, c'est-à-dire pour offrir un cadre de développement collectif, coopératif à ce type d'acteurs. Alors j'imagine que le choix du statut juridique, justement, de société coopérative d'intérêt collectif, c'est presque imposé de lui-même. Comment ça fonctionne, une SCIC, Emmanuel Paul? Oui, on a un peu hésité entre association et coopérative. Moi, j'étais plus à l'aise avec le monde de l'entreprise qu'avec le monde associatif, donc on est resté sur notre idée initiale. Alors, une SIC, c'est une société qui se caractérise, c'est une société de l'économie sociale et solidaire où un actionnaire égale une voix, et avec une gouvernance partagée qui permet d'impliquer les parties prenantes. Donc nous, du coup, dans notre gouvernance, il y a les salariés, il y a les bénéficiaires de notre projet, il y a des sympathisants, publics ou privés, et puis il y a des collectivités aussi qui sont invitées à prendre des parts. Donc c'est vraiment un endroit de coopération par le dialogue entre plusieurs types
de parties prenantes. On appelle les membres d'une SIC des adhérents? Non, des coopérateurs. Des coopérateurs. Ouais. Combien de coopérateurs aujourd'hui au sein de la SIC Quépos, Emmanuel Paul? Alors, toutes catégories confondues, nous, on a 44 coopérateurs. Et les membres du collectif, de la grappe dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a 16. Voilà. Donc le reste, c'est des personnes, des particuliers ou des personnes morales qui ont souhaité soutenir le projet en prenant quelque part, bien sûr. Et alors, pour lancer cette SIC Quépos, Emmanuel Paul, vous avez fait appel, c'est le cas de le dire, à un financement participatif. Alors, pas exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de financement participatif. Par contre, on ouvre le capital. En fait, une SIC, c'est une société à capital variable dont l'actionnariat peut évoluer très facilement au fil du temps. Et comme nous, notre rôle, c'est d'impliquer des gens autour de notre projet et puis autour de cette question de la transition économique sur le territoire, on est ouvert, bien sûr, au fait d'accueillir de nouveaux associés dans la société. Donc effectivement, on a mis à disposition sur notre site internet tous les éléments pour que les personnes intéressées puissent prendre des parts et puis soutenir le projet financièrement, puis aussi par la mise en réseau, par du partage de compétences, etc. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, Emmanuel Paul, qu'en arrivant sur Nancy, vous avez été surpris par les jeunes entrepreneurs sincères. J'ai bien entendu le qualificatif. C'est vrai que des fois, dans le monde économique, on peut en douter. Est-ce que c'est une nouveauté que des jeunes, traditionnellement, sont plutôt, quand on a ce type d'idée, on est plutôt engagé dans le milieu associatif. Là, aujourd'hui, on assiste à une génération de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans sacrifier ces principes de base. Est-ce que c'est un phénomène nouveau qui va être appelé à se développer? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en matière d'entrepreneuriat, c'est très hétérogène, et que le discours dominant, c'est quand même le discours des startups, centré sur le numérique, sur l'innovation technologique, sur la R&D. Nous, sur la rentabilité strictement financière. Oui, bien sûr, avec des levées de fonds très importantes, une internationalisation très rapide. Nous, on n'est pas du tout sur ce type de modèle. Les entrepreneurs qu'on soutient, ce sont des créateurs d'entreprises de proximité, qui ont une logique de développement vraiment endogène, de terrain. On aura tout à l'heure le témoignage de deux créatrices d'entreprises précisément, mais pour qu'on vous suive, Emmanuel Paul, à ce stade, des exemples de TPE qu'accompagne Quépos? Oui, alors il y en a qui sont déjà passés dans votre émission. Par exemple, Franck Magot et son service traiteur bio et local qui s'appelle Les Fermiers d'Ici. Lui, il a créé il y a un peu plus de 3 ans et maintenant il a 4 salariés. Il emménage dans des nouveaux locaux avec des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros et il a remporté des très gros marchés à l'échelle du territoire. Donc c'est une réussite, On a d'autres personnes, par exemple Aurélien Stocky qui a une entreprise qui s'appelle Holymaker qui fabrique une machine qui permet d'injecter du plastique recyclé. Tout ça, c'est des entreprises nées sur le territoire et qui sont appelées à grandir pour le bénéfice de la transition énergétique, écologique, pour l'économie circulaire, etc. Les créatrices et créateurs d'entreprises qui rejoignent Quépos, en interne, maintenant qu'on a compris le principe, Emmanuel Paul, comment ça fonctionne? Parce que je vois bien l'idée de la grappe, malgré le fait qu'on soit sur des philosophies respectueuses de l'environnement, on a quand même aussi besoin d'argent. Et comment ça s'agrège précisément? Comment est-ce que cet échange de compétences, d'émulation, de savoir-faire se traduit financièrement? Oui, alors très concrètement, le groupe fonctionne ainsi. On se réunit tous les mois pour échanger, travailler ensemble et se former. Donc, le but, c'est de créer une culture commune et puis de multiplier les occasions de collaboration. Et puis, chaque porteur de projet est accompagné mensuellement par un salarié de Quépos lors d'un rendez-vous mensuel pour faire le point sur son activité, relire les grandes décisions à prendre, etc. Ça, l'entreprise y a droit dès lors qu'elle... C'est ça. Et alors pour ça, elle paye une forme d'abonnement qui est calculée en fonction de son chiffre d'affaires ou de sa marge brute pour être précis. Et ça représente
quel montant ? C'est quelques dizaines d'euros par mois maximum. Oui, c'est un service puis, qu'on peut s'offrir. Voilà, c'est ça. Et puis après, nous, on a développé toute une gamme de prestations de services pour nos membres, de recherche de financement, de montage de réponses à appels d'offres, de facilitation commerciale, de missions de conseil plus précises en organisation, en ressources humaines, etc. Donc on est vraiment une boîte à outils dans lequel chaque porteur de projet peut piocher pour essayer d'accélérer son développement. Ça veut dire que ça se limite à une séance par mois ? Alors, une séance collective, une séance individuelle, puis beaucoup d'interactions au fil de l'eau, par mail, par téléphone. Le but étant que le réseau fonctionne, quoi. C'est-à-dire que chacun soit à même de trouver dans le groupe et puis en dehors, par les interactions qu'ont les autres avec l'externe, puisse trouver des nouvelles ressources, quoi, des nouvelles opportunités. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don. Cet étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon. Entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, passent, et on passe le temps tout simplement ensemble. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent. Nous sommes toujours à Jarville. Au plan B, c'est l'association qui héberge, ou en tout cas où Kepos, cette société coopérative d'intérêt collectif Kepos, a son siège. Et vous, Aurélie Marzoc, vous êtes l'une des 16 entreprises précisément accompagnées par et membre de Kepos. Et votre entreprise, sous la marque Aurélie Marzoc, conçoit des objets de médiation sur l'environnement. Expliquez-nous. Oui, exactement. Donc, je me spécialise dans une pratique de design sur la thématique de l'environnement. Et pour démarrer mon activité, j'ai conçu une gamme d'objets qui s'appelle Les Cultivés, qui sont un ensemble de 4 jeux d'objets de médiation autour de l'environnement du jardin.
On y apprend divers axes sur le jardin, comme la biodiversité, comprendre qu'il n'y a pas simplement des légumes, mais il y a tout un écosystème et des interactions. Il y a aussi un cycle des saisons qui nous permet de distinguer différentes activités selon les saisons. Nous avons aussi un jeu sur la diversité des légumes, de distinguer un aromate, une fleur, un légume, un fruit. Et un quatrième axe sur la permaculture. Grâce à des calculs très simples, on apprend à faire des associations de cultures. Ces objets sont destinés à l'éducation à l'environnement, au grand public, petits et grands, car pour moi c'est important de faire apprendre à tout âge les notions de jardinage. Donc ces objets de médiation sont à destination d'institutions, d'associations, d'accueil au grand public. Et l'idée, donc, c'est que le bénéficiaire reste le grand public. Alors, si je comprends bien, Aurélie Marzoc, on peut dire que ce sont des mallettes. Comment ça se présente concrètement ? En fait, ce sont comme des jeux constitués de jetons et de plateaux. Pour la part, j'ai fait le parti pris de réaliser ces objets tout en bois, donc en contreplaqué pour être précis. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à parler de mallettes parce qu'il s'agit de 4 jeux que j'ai mis dans des poches en tissu, réalisés notamment dans une entreprise engagée dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est peut-être un peu pour moi de déterminer mallette parce que mallette on s'enferme dans une boîte et je sais pas pourquoi, comme ça reste des poches en tissu, j'arrive pas à parler de mallette. On va parler de poches, voilà, de pochettes. Vous êtes vous-même intéressé en tant que designer, Aurélie Marzoc, à ces dimensions écologiques, environnementales, parce qu'il y a de la connaissance aussi derrière tout ça. Alors, c'est beaucoup de connaissances empiriques. J'ai, depuis mon enfance, pratiqué le jardinage en famille tout au long de l'année. C'est pour ça que je suis très sensible à un jardin selon les saisons. Donc, pour moi, ça a été des valeurs que j'ai voulu transmettre. En fait, pour expliquer le projet, il est né en intervention dans une école primaire qui m'a sollicité pour créer un jardin. Donc, le jardin n'existait pas. J'ai conçu des bacs modulables, etc. Et le jardin construit, il y a eu un constat, c'est que enseignants et enfants ne savaient pas du tout jardiner, n'avaient aucune connaissance. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer ces objets, pour les accompagner dans l'éducation au jardin. Alors ça, on comprend le concept, l'idée. Comment vous êtes passé de votre formation de designer à cette phase opérationnelle ? Dans la tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Comment ça naît, cette idée ? L'ensemble des gelées cultivées ont été expérimentés pour obtenir mon master. Et au moment d'obtention de ce diplôme, j'ai voulu poursuivre ce projet. Je n'avais aucune volonté de le laisser dans un placard. Et je sentais qu'il y avait un vrai intérêt de le développer parce que ces objets n'existent pas et qu'il y a une forte demande. Donc pour moi, ça a été très rapide de faire le lien après avoir obtenu un master, de directement construire mon projet entrepreneurial de designer indépendant. Pour autant, vous êtes designer, Aurélie Marzoc. Qui sont vos fabricants ? C'est pas vous avec vos petites mains qui fabriquez les jeux. Effectivement, je m'occupe beaucoup de la phase de conception. Mais j'ai essayé de construire un réseau d'entreprises partenaires localisées dans le secteur des Vosges, notamment Épinal, parce qu'il y a une force dans notre territoire, c'est que nous avons des forêts et que mon intérêt, c'est de valoriser ces matériaux et de réaliser donc des projets concrets avec ces entreprises. Vous auriez pu imaginer faire ces objets, Aurélie Marzoc, dans d'autres matériaux, je ne sais pas, le plastique par exemple, c'est quand même beaucoup plus transportable, c'est facile, je vous provoque bien sûr. Oui, effectivement, mais en fait, ça ne m'est pas du tout venu à l'idée parce que comme je travaille sur la thématique du jardin et que, en tant que designer, je veux relocaliser les fabrications localement, ça m'est paru évident de valoriser un matériau local et des entreprises locales. Et ce besoin de cohérence, aussi bien avec les supports, l'objectif, les matériaux, c'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours ? Oui, je suis peut-être née avec. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ophélie Benito, vous êtes également designer, fondatrice d'Ophélie Benito Designer, c'est le nom de votre structure, et vous êtes également membre de Kepos. Vous proposez plusieurs services. Oui, alors le tout premier service que je propose, c'est plutôt une gamme d'objets qui s'appelle la collection Molis. C'est une gamme d'objets enveloppants et apaisants qui sont dédiés à
à prendre soin et améliorer le soin, surtout pour les personnes qui vivent dans des lieux de vie médicalisés et donc les personnes fragiles. Donc en ouvrant un peu le cadre, donc on commence par des personnes atteintes de handicap plutôt lourds, mais il y a également des personnes qui sont en perte d'autonomie dans des EHPAD qui peuvent être concernées. Et puis dans le futur, je vais également ouvrir à un public plus vaste. Est-ce que si je dis que ce sont des doudous, Ophélie, est-ce que c'est juste, hein? Alors ce sont comme des doudous, mais qui sont à l'échelle du corps humain, qui font un peu un espace de confort. Donc il y a des matelas, des coussins. Ah oui, ce sont des grosses doudous, des grosses noudous, comme il faut les appeler. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme des gros doudous qui vont vraiment envelopper, faire un peu comme un câlin pour certains objets et qui ont la particularité d'être entièrement sourcés localement et avec des matières naturelles. Et donc le cœur de mon projet, c'est la laine de mouton. Et donc de la laine de mouton qui vient des agriculteurs locaux, donc entre 0 et 50 km autour de Nancy. Alors j'imagine que ça n'a pas d'impact sur l'effet doudou, mais en revanche, ça a évidemment un impact très fort en termes d'empreinte carbone. Oui, bien sûr, le fait de pouvoir tout sourcer localement, même les textiles, même les autres matières, c'est très positif puisque justement, il n'y a pas beaucoup de transport, il n'y a pas beaucoup de transformation non plus. Mais oui, il y a quand même un vrai intérêt sensoriel dans l'usage des produits, d'utiliser la laine de mouton qui va vraiment apaiser, même mieux que de la mousse, par exemple. On imagine. Ça donne presque envie, tiens, de les tester. Alors ça, c'est une partie de vos services, mais il y a d'autres services également que propose Ophélie Bédito Designer. Voilà, alors il y a des services qui sont liés à la collection Molis et qui font que je peux adapter tous les objets et faire des prestations liées à l'implantation des objets dans des lieux ou chez des personnes. Donc je vais pouvoir adapter les objets qui existent déjà pour des personnes en particulier. Je vais pouvoir adapter les espaces pour accueillir les objets et puis même créer des objets complètement faits pour une personne en particulier qui a des besoins très spécifiques. Ça veut dire que vous proposez à la fois des produits qui sont de votre initiative, mais aussi vous répondez à une demande, à des commandes en clair. Voilà, exactement. Donc quand même toujours en partant, pour ce volet-là de mon travail en tout cas, toujours en partant des objets qui existent et que j'ai conçus, donc en les adaptant ou en faisant des nouveaux. Mais étant donné que je travaille qu'avec des entreprises locales pour la fabrication et surtout des entreprises à but social, d'insertion professionnelle surtout, le but n'est pas de refaire quelque chose de nouveau entièrement à chaque fois, mais de partir des mêmes techniques de fabrication. Voilà. Et donc au niveau des prestations, je propose également des ateliers qui permettent aux enfants, mais vraiment à tout public, pas uniquement aux enfants, également aux adultes, atteints de handicap ou non, également aux personnes âgées, de découvrir le matériau qu'est la laine, du coup qui est un matériau qui est très intéressant sensoriellement. Et donc le but, c'est d'apprendre aux personnes à faire ou à refaire de ses mains, sans être dans un cadre où c'est un travail difficile, mais plutôt dans un cadre réconfortant. Mais si je vous comprends bien, Ophélie Bédito, tout le monde peut avoir envie d'avoir ce genre d'objet chez soi. On n'est pas obligé d'être dans une situation de handicap ou une personne âgée pour en profiter, non ? Bien sûr, oui, je suis complètement d'accord avec vous et mon projet est complètement ouvert au grand public. Seulement, l'origine du projet, c'était la découverte de l'environnement des instituts médico-éducatifs et des maisons spécialisées. Et précisément, comment en êtes-vous venu à cette création ? Alors, j'en suis venue à cette création parce que quand j'étais étudiante à Artem, donc à l'école d'art et design à Artem, j'ai eu l'occasion de participer à un atelier collectif d'étudiants sur la notion de care, donc sur la notion du soin. Et donc là, à plusieurs étudiants, on est allé visiter des lieux de vie médicalisés et moi, j'ai particulièrement poursuivi ce projet que j'avais entamé dans cet atelier-là, qui au départ avait commencé avec des enfants atteints de troubles du spectre autistique, pour qui il y avait un réel besoin d'apporter des solutions dans l'espace quotidien. Et ça n'existait pas ? Non, alors il y a des choses qui existent, qui peuvent envelopper, qui peuvent apaiser, mais qui sont des choses un peu souvent dans des placards, qui sont sortis comme méthode curative, c'est-à-dire on attend qu'il y ait un problème et on propose une solution. Ou alors il y a des salles qui sont dédiées à l'apaisement ou au développement sensoriel, mais encore une fois, ce sont des salles, des ateliers qui sont très éloignés du quotidien des enfants. Et moi, j'ai voulu apporter des objets dans l'espace quotidien pour venir en amont réduire le stress et du coup diminuer les impacts négatifs sur la santé.
Aurélie Marzoc, je rappelle que vous êtes créatrice d'entreprise sous la marque Aurélie Marzoc, designer, et vous concevez des objets de médiation sur l'environnement, essentiellement sur le jardin, le jardinage, si j'ai bien compris, mais peut-être pas que. Où en êtes-vous aujourd'hui en tant que membre de la société coopérative d'intérêt collectif KEPOS, qui vous accompagne aussi? Où en êtes-vous de la création de votre activité? Alors justement, la collection Les Cultivés que j'ai évoquée tout à l'heure vont bientôt être commercialisées, mais pour cela, j'aurai créé un crowdfunding me permettant de lancer... Crowdfunding, Oui. on va expliquer quand même en deux mots. Qui est un financement participatif. Ah oui, le mot existe en français. Oui, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dit directement. Et donc, j'ai besoin de ce support pour communiquer sur mon projet et me permettre de faire des précommandes parce que j'aimerais bien lancer une série d'une centaine d'exemplaires pour démarrer. Et actuellement, je conçois des objets de médiation sur la forêt. Donc, il s'agit des mêmes méthodes, de découvrir la biodiversité de la forêt, comment reconnaître les arbres et qu'est-ce qu'un cycle de la forêt selon les saisons. Cet appel à financement participatif est en cours, il est terminé? Non, il est en train d'être construit et je vais le lancer courant février. Eh bien, on passera vous voir début février pour vous soutenir. Vous avez fait le choix, Aurélie Marzoc, de rejoindre KEPOS. Qu'est-ce que ça vous apporte et puis pour quelles raisons ce choix? Alors, j'ai voulu créer mon entreprise dans le territoire dans lequel j'ai grandi et pour moi, c'était très important de développer mon territoire. Ça m'a toujours tenu à cœur. Et être designer, c'est aussi une volonté d'être transdisciplinaire, de rencontrer d'autres métiers pour faire des projets en commun. Et KEPOS a été pour moi une évidence de réunir ce groupe d'entrepreneurs. On peut s'entraider, on peut témoigner et en plus on est formé sur des temps en commun qui est toujours sur les mêmes questionnements autour de la transition écologique. Quand on suit une formation de master comme vous, Aurélie Marzoc, et je pense que c'est également le cas d'Ophélie Benito, est-ce qu'on est formé à la création d'entreprise? Est-ce que ça fait partie de la culture de la designeuse ou du designer? Alors on a une culture justement de transdisciplinarité, de pouvoir mélanger des services, des métiers. Mais pas forcément dans la connaissance d'entreprise, parce que budgétiser un projet, rencontrer les entreprises... Connaître le prix du contreplaqué. Exactement, c'est très compliqué. Même s'adresser à des entreprises, ça peut paraître anodin, mais c'est pas forcément facile quand on sort d'une école et qu'on crée une entreprise seul. Mais on se sent soutenu auprès de KEPOS parce qu'on est là pour s'entraider, partager des réseaux, etc. Je ne vais pas vous demander votre âge, mais ça s'entend à votre voix. Vous êtes toutes les deux très jeunes avec Ophélie Benito, Aurélie Marzoc. Est-ce que dans votre environnement universitaire, en formation, est-ce que vous êtes représentative de cette génération de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui prend en compte cette dimension écologique, ou est-ce que vous êtes des Martiens et des Martiennes? Non, j'en parle souvent. Je pense qu'on est une génération à s'éveiller, à prendre conscience qu'on a envie de faire un métier qui nous correspond avec nos valeurs. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu me lancer dans un projet entrepreneurial, au moins pour essayer, mais j'y crois. Donc, tous les créateurs d'entreprises, en général, croient à leur projet. Le problème, c'est de durer. Non, mais de toute façon, on va durer parce que je pense que le grand public est au courant de problématiques et que ça va devenir dans notre quotidien. On trouvera vos créations à partir de quand, très concrètement? Après le financement participatif. Donc après février 2020. Exactement, oui. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je reviens vers vous, Ophélie Benito. Ophélie Benito, designer, c'est le nom de la structure que vous avez créée. Même question, quelle relation avec KEPOS et qu'est-ce que ça vous apporte et où en êtes-vous du développement de votre activité? La raison pour laquelle je suis membre de KEPOS, c'est surtout pour être en lien avec d'autres personnes, d'autres porteurs de projets qui sont engagés également dans la transition écologique, de manière à faire des transversales, à faire des partenariats, pourquoi pas dans le futur. Et donc pour vraiment avoir, être ancré dans un univers où on porte des valeurs communes et où on va pouvoir travailler collectivement et apporter les uns aux autres de différentes manières. Et donc si je dois vous détailler là où j'en suis par rapport à mon projet. Détaillez.
Alors, pour la partie objet, fabrication d'objets, production, vente, j'en suis un peu à la fin de ma première étape de recherche et développement. C'est-à-dire que là, la prochaine étape, ça va être de faire fabriquer par des entreprises qui sont identifiées, des acteurs locaux identifiés, qui vont commencer à me fabriquer les premiers objets entièrement seuls, c'est-à-dire sans que ma main n'intervienne. Ça veut dire que vous êtes la conceptrice, vous êtes la designer. Voilà, c'est ça. Donc jusqu'ici, j'ai quand même fait beaucoup de prototypes moi-même. Et il y en a déjà qui ont également été faits par des entreprises extérieures. Mais à partir de maintenant, ça va être entièrement externalisé. Et tous les objets, là, sont soit en cours de fabrication par des entreprises, soit les devis sont en train d'être validés. Et puis, dans les 3 prochains mois, normalement, je devrais pouvoir proposer les produits. Mais j'imagine qu'avant de passer dans cette phase de production, vous avez déjà une clientèle, vous avez démarché, vous avez fait votre plan marketing. Alors oui, la clientèle que j'ai, elle est un peu située au niveau de... Enfin, elle était déjà là pendant que j'ai fait des tests et pendant que j'étais dans la recherche et développement, puisque pour développer des objets qui sont particulièrement adaptés à des personnes, j'ai fait des allers-retours, donc j'ai conçu des maquettes que je suis allée faire tester, que j'ai retravaillé, que je suis retournée faire tester, donc vers les futurs utilisateurs qui seront mes futurs clients. Donc j'ai une liste d'endroits qui sont intéressés par les objets et que je vais aller revoir prochainement. Pour autant, Ophélie Benito, tout ce que vous nous dites là, un créateur d'entreprise peut le faire de manière totalement autonome sans passer par une coopérative comme Kepos. Oui, mais l'intérêt de Kepos, justement, ça va être soit de faire de nouveaux projets complètement avec d'autres personnes qui ont d'autres compétences que moi, mais qui partagent les mêmes valeurs. Et donc, il y a par exemple déjà des idées qui sont nées, qui sont quand même liées aux soins, donc qui font partie prenante de ma démarche de design. Mais je pense vraiment que pour développer une activité et être ancré dans un territoire, si on n'est pas entouré de personnes qui pensent un peu comme nous et qui sont dans un rapport de bienveillance et avec qui on va pouvoir échanger, je pense qu'on est un peu isolé et que c'est pas la meilleure méthode pour moi en tout cas. Il existe par ailleurs des pépinières, mais j'imagine que, alors vous n'allez probablement pas me contredire, l'intérêt de Kepos, c'est précisément d'être sur cette philosophie liée à la transition écologique. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'accompagnement de Kepos à cette particularité-là de toujours tout voir sous le prisme de la transition écologique. Parce que moi, pour ma part, je suis suivie dans d'autres endroits. Je suis incubée à l'incubateur accélérateur Stand-up Artem. Je suis également suivie par Alexis Lorraine dans le cadre du projet Défilène, donc qui est un projet européen qui vise à accompagner des structures qui redéveloppent des choses avec la laine. Mais Kepos, c'est vraiment le seul endroit dans lequel je vais et là où on parle vraiment de la transition écologique qui est au cœur de mes préoccupations. Ophélie Benito, si je suis intéressé par vos activités, par vos produits, où est-ce que je peux aujourd'hui vous trouver ? Alors aujourd'hui, mon site internet il est en cours de fabrication. Donc c'est en cours, ça va être en ligne dans les prochains mois. Mais sinon, voilà, il faut me contacter directement. Donc mon mail c'est ophelie.benito, benito@gmail.com et je serai ravie d'avoir... On le répétera en fin d'émission. Et on trouvera vos produits partout en France, partout dans le monde ? Alors, la première cible, c'est la région, vraiment. Donc, je vais commencer à aller voir des acteurs et des clients de la région vraiment très locale, donc du bassin nancéen et en Lorraine. Et puis aussi dans le Grand Est, pourquoi pas. Et comme le projet Défilène fait travailler des acteurs de la grande région, donc on inclut la Wallonie et le Luxembourg. Donc là, c'est vraiment mes premiers clients. Après, mon but, c'est pas justement d'augmenter mon impact carbone en envoyant un matelas à New York, mais justement, j'envisage pour la suite, pourquoi pas, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui sont très loin, pourquoi pas de retravailler sur une filière de fabrication à l'endroit où il y a de la demande. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi
moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Emmanuel Paul, fondateur et aujourd'hui président de la société coopérative d'intérêt collectif Kepos. Quel est votre parcours? Alors moi j'ai une formation, j'ai fait une Cagne, et puis j'ai une formation en économie et gestion à la suite de ça. Et j'ai un passé de professionnel du développement territorial. Donc mon métier, ça a été pendant de longues années le développement économique et la création d'entreprises. Là, on est dans le dur, là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, il y a 10 ans, mon objectif, c'était de créer des zones d'activité, quoi. Et puis il y a un moment où il y a une prise de conscience qui s'opère. Et moi, elle s'est opérée grâce à Gaël Giraud, qui est un économiste, chef économiste de l'AFD. Et par mon métier, AFD, l'Agence française de développement. Et donc je lisais beaucoup de littérature économique, et puis la première fois que j'ai entendu parler des enjeux climatiques et énergétiques dans un bouquin d'économie, c'était sous la plume de Gaël Giraud. Et donc moi, petit à petit, ça m'a interpellé, et puis je me suis mis à me documenter, lire quelques rapports, à lire les pages planète du journal Le Monde, quoi, des choses comme ça. Et je me suis formé, et à un moment, on se forme, on se documente, et puis ça rend compte quand même un peu sa personne, j'allais dire, je sais pas, sa conscience, quoi. Hein. Et moi, singulièrement, c'est à ce moment-là que j'ai eu des enfants. Alors du coup, ça a encore plus percuté. Ça ajoute. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est quoi mon rôle, quoi? C'est quoi mon action? Est-ce qu'on ne se sent pas un peu perdu à ce moment-là, Emmanuel Paul, en se disant, mais je suis sur un modèle qui, on le sait aujourd'hui, nous emmène dans le mur, et puis je perçois des alternatives, mais comment on passe de l'une ou de l'un à l'autre? Alors moi, pendant un moment, je pense que j'ai vécu un peu sous on appelle ça la dissonance cognitive, entre un boulot où on me demandait d'aider à créer des startups, et puis une prise de conscience qui n'était pas du tout sur ces modèles-là. Et donc pendant 1 an, 2 ans, je me disais, j'ai un boulot, mais qu'est-ce que j'aimerais bien monter un projet pour moi-même. Et puis un jour, j'ai eu de la chance, c'est que je me suis retrouvé au chômage. Et donc c'est là où il y a une rupture qui est subie, quoi, hein. Et donc la question après, c'est comment la valoriser. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur Kepos, donc c'était il y a un peu plus de 2 ans. Mais
En fait, c'était plutôt un service qu'on m'a rendu en me faisant me remettre au chômage. On entend Et bien. pour quelqu'un qui devrait quitter de lui-même le confort d'un emploi salarié pour partir sur quelque chose de très nouveau, je pense que c'est encore plus difficile, quoi. Emmanuel Paul, quand j'entends votre parcours, je me dis que finalement cette transition, est-ce qu'elle va s'opérer par l'économie qui accède au concept d'écologie, ou est-ce que ce sont des acteurs de l'écologie qui se transforment en acteurs économiques? Bah, je dirais qu'il n'y a pas de modèle dominant, mais moi, ce que je pense, c'est que pour être vraiment efficace, faut vraiment avoir conscience des enjeux, donc il faut accepter de dire que le modèle dominant n'est pas le bon et qu'il ne va pas suffire de l'aménager aux marges pour arriver à vraiment changer le rythme des émissions. Il y a une étude qui est parue ce matin de l'ONU, il faut baisser les émissions de 7% par an d'ici 2030 pour arriver à 1,5 degré de réchauffement. Donc c'est pas juste en changeant à la marge qu'on va arriver à ça, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Aurélie Marzoc, designer, et Emmanuel Paul, président de Kepos, quand on se lance comme ça dans l'activité entrepreneuriale, accompagnée par Kepos en l'occurrence, sur la transition, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Ophélie Benito a dû nous quitter, mais on va peut-être commencer par vous, Aurélie Marzoc. Je voudrais parler des éco-délégués qui sont... Ça sent le coup de cœur, hein. Oui, exactement. Qui sont mis en place du coup au niveau des collèges et des lycées. On en entend beaucoup parler. Un coup de cœur parce que moi, j'aurais bien voulu être éco-déléguée à mon avis. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, hein, que j'étais au lycée, mais je trouvais que j'étais très marginalisée avec mes idées. Et je pense que du coup, ça va mettre beaucoup de caractère à l'écologie au niveau des établissements scolaires. Et je pense que ça au moins va porter des valeurs aux élèves et ils se sentiront plus dans mon état d'esprit où je me sentais pas du tout à ma place quand j'évoquais ces sujets-là en classe. En même temps, j'imagine que ça fait à peine quelques années que vous êtes sorti du lycée. Allez, on va dire 5-6 ans, je me trompe pas? Du lycée, oui, exactement. Oui, ça fait à peu près 7 ans, oui. En même temps, c'est extrêmement rapide, cette transition, pour le coup, la présence des éco-délégués. Comment vous expliquez tout d'un coup, là, c'est presque un changement de paradigme entre le moment où vous vous sentiez isolé, marginalisé, disiez-vous, Aurélie Marzoc, et aujourd'hui la mise en place officielle des éco-délégués dans les lycées, à quoi ça tient? Je pense que c'est une force des lycéens et des collégiens d'avoir envie de s'engager sur ces thématiques-là et que à force de taper du pied, ils ont dû mettre en place des éco-délégués au sein des écoles pour au moins représenter cette cause qui est en fait l'avenir, surtout quand on est jeune. Est-ce que on n'assiste pas aussi à un décalage générationnel, Aurélie Marzoc, entre finalement aujourd'hui les jeunes, on le voit avec l'effet, et son nom m'échappe, de cette jeune Suédoise, un décalage entre finalement l'aspiration des jeunes à un monde différent, et puis les parents qui sont encore sur un ancien modèle. Tiens, chez vous par exemple, comment ça se passe ou comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez apporté un point de vue différent, ou est-ce que au contraire, on va dire que des parents écolos? Non, pas tellement. Une sensibilité au jardin, mais pas forcément au moment où on passe à l'achat. Mais je me sens quand même soutenue par une partie de ma famille parce qu'on reste quand même sensible à l'environnement dans nos pratiques de tous les jours, ça c'est sûr. Et moi je l'observais quand j'étais lycéenne, c'était pas du tout le cas de tous mes camarades. Alors, on approche doucement de Noël, comme tous les ans, à cette période. Est-ce que vous, par exemple, Aurélie Marzoc, vous allez avoir un désachat responsable? Comment ça se passe? Et d'ailleurs, peut-être pas uniquement à Noël, toute l'année. Est-ce que cette préoccupation environnementale, elle est présente au quotidien et elle se traduit très concrètement? Et si oui, comment? Oui, c'est tout à fait vrai. Et je sais, comme tout le monde, j'ai envie de faire plaisir à mes proches et leur offrir des cadeaux. Mais c'est pas un casse-tête, mais c'est une force de moi d'essayer de réfléchir à trouver quelque chose de durable, d'utile et qui ne sera pas au détriment de la planète.
C'est pas simple, mais je trouve qu'il y a énormément de projets aujourd'hui qui émergent et qui permettent de concilier cadeaux et responsabilité. Et puis bientôt, on trouvera vos propres produits, évidemment, pour répondre à cette question. Et vous, Emmanuel Paul, coup de cœur ou coup de gueule? Plutôt coup de gueule, Voilà. pour équilibrer, de circonstances, parce que là, les élections municipales approchent, et l'argument de tous les candidats, c'est de dire qu'ils sont plus écologiques, plus verts que celui d'à côté, quoi. Et alors, ça veut dire quoi? Vous ne les croyez pas? Vous ne croyez pas en leur sincérité? Moi, je pense que il faut faire très attention parce que comment dire, dans des situations où il faut sensiblement relever le niveau d'ambition, quoi. Et si on reste à l'étape où on fait un concours de beauté pour savoir lequel est le plus vert, très clairement, on ne va pas y arriver, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre pour des élus, c'est que être en transition, à un moment ou à un autre, ça vient percuter les logiques de développement. Et que la logique de développement, c'est la logique du toujours plus d'habitants, toujours plus d'entreprises, toujours plus de flux. Oui. Et quelque part, il faut arriver à sortir de ça. Et c'est la problématique du découplage, quoi. Comment on découple les émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique, quoi. Et là, je pense que voilà, pour un élu, il y a quelque chose qui n'est pas dans sa logique, qui est arrivé à sortir de cette logique de développement pour proposer autre chose. Mais en même temps, Emmanuel Paul, on se doute bien que c'est juste pas possible. On sait bien qu'Edgar Faure disait que c'est pas l'élu qui est une girouette, c'est le vent qui tourne. Mais quand on entend Aurélie Marzoc et Ophélie Bellitto, cette jeune génération créatrice d'entreprises aujourd'hui, on se dit qu'un élu qui est sur un modèle dépassé, archaïque aujourd'hui et qui sent bien que les choses changent, ne peut pas, même par stratégie purement électoraliste, intégrer toutes ces données. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui, là comme on y assiste dans le domaine de la création d'entreprise, aussi assister à une nouvelle génération de candidats? Oui, peut-être. En même temps, au niveau national, on a une nouvelle génération, hein. Voilà, une nouvelle génération arrive et puis elle se flétrisse rapidement. Moi, j'entends souvent des élus dire que chez eux, la transition écologique, ce sera un levier d'attractivité, de croissance. Et voilà, vraiment, c'est ça qui est. Quoi, il y a un discours en fait qui n'est pas construit là-dessus, et pour moi, et donc je pense que derrière, c'est autant de frustration, quoi, parce qu'il y a des attentes sociales qui, comme vous le disiez, se renforcent. En même temps, il y a des nécessités écologiques qui, elles, se durcissent, et qu'il ne suffira pas de faire des actions pour être attractif, pour arriver à résoudre les problèmes, quoi. Et est-ce que là aussi, on ne constate pas une forme de délégation de la société civile au monde politique? Pourquoi est-ce que les acteurs de cette société civile ne s'emparent pas aussi de cette sphère politique, Emmanuel Paul? Oui, ça, je suis assez étonné du fait que la revendication augmente, mais la contribution ou la construction est plus difficile à amorcer, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a envie met en demeure les politiques d'agir, mais après, c'est quoi la responsabilité individuelle et collective de chacun, quoi. Et ça, c'est peut-être la vraie question. Voilà pour ce reportage sur Quépos à Jarville, en Meurthe-et-Moselle, une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit de très petites entreprises qui œuvrent à la transition écologique du territoire. Avec Aurélie Marzoc, designeuse, créatrice d'objets de médiation sur l'environnement, Ophélie Bellitto, également designeuse, création d'équipements en laine locale pour le soin des personnes fragiles, et Emmanuel Paul, président de Quépos. Pour en savoir plus sur la société coopérative d'intérêt collectif Quépos et les créateurs d'entreprises qu'elle accompagne, rendez-vous sur quépos.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Ensemble par le Belge Pierre Rapsat, paru sur l'album Dadzibao, sorti en 2001. Let's Work Together par l'américain Wilbert Harrison, sorti en 45 tours en 1970. Et enfin Je veux par Zaz, paru sur l'album Zaz, sorti en 2010. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.